Alors on va peut-être commencer. Donc je suis Pascal Nicole Lalique. Notre présidente vient de s'éclipser, elle va revenir tout à l'heure. Elle a eu qu'on n'ait pas assez de gâteau pour le pauvre, donc elle est allée en chercher. Donc nous, notre amicale laïque de Saint-Martin, on est très heureux d'accueillir le mouvement de la paix. Ce n'est pas la première fois, je ne crois pas. Donc je vais peut-être laisser donner le micro à Henri qui va dire un petit mot de la tournée de Yves Le Gard et puis des thématiques de la paix qui sont tellement importantes. Oui, tout à fait. Merci Christiane. Pour le mouvement de la paix, on est toujours content de venir à Saint-Martin. On a une longue histoire avec la commune et ses habitants. Donc quand on a décidé de la venue de Yves Le Gard, on a cherché une salle et on s'est assez vite tourné vers vous pour disposer de cette infrastructure. Alors après, pour parler de la tournée d'Yves Le Gard en Limousin, on a choisi la date parce que Yves, donc, qui est là, participe pendant 3 jours et demi en fin de semaine, aux 10 ans de la Courtine 1917, qui est une association dont on a d'éminents membres parmi nous, qui vous parleront peut-être de ces festivités. Alors, moi aussi, j'appartiens à la Courtine 1917, donc je ne suis pas neutre dans mon approche sur le sujet. Et donc, parmi les artistes invités, pour les 10 ans de cette association, nous avions Yves Le Gard. Et là, je vais vous dire, en toute franchise, je ne connaissais pas Yves, enfin je n'avais jamais entendu Yves avant l'année dernière, 1er novembre. On me l'avait chaudement recommandé. Donc on m'a dit, il faut qu'il vienne en Corrèze, parce qu'il va venir première semaine de novembre, en Limousin, donc il faut qu'il vienne en Corrèze, il faut que tu organises quelque chose. Et Yves est venu à Brive, et tout le monde a apprécié, moi le premier. Et donc là, comme on a su qu'il venait, on a dit on va organiser, on va en profiter, on va vite réserver l'agenda d'Yves pour qu'il puisse venir. Alors après, on n'avait pas du tout en tête non plus à ce moment-là qu'on tomberait dans une période si compliquée. Voilà, c'était pas calculé. On avait en tête qu'il y avait des élections, mais à l'époque, on s'était pas tendu à ce qu'il y ait qu'on soit entre 2 élections. Voilà. Ça tendait plutôt à être après une élection, pas avant. Donc effectivement, la période elle est complexe. Je pense que tout le monde est au courant de ce qui s'est passé dimanche, des résultats des élections. En tant que mouvement de la paix, il est important de rappeler notre attachement aux valeurs de culture de paix. La culture de paix qui sera le thème de la Journée internationale de la paix en 2024. Et donc, on se reverra autour du 21 septembre à Saint-Martin avec les enfants de l'école pour célébrer la Journée internationale de la paix et la culture de la paix. Et donc, effectivement, la période est complexe et il est important qu'on puisse se retrouver ensemble autour d'un artiste qui véhicule des idées pacifiques et pacifistes et des valeurs d'humanisme. Donc la venue d'Yves tombe fort à propos, quoi. Voilà, pour évoquer ces sujets-là et amener chacun à réfléchir, à faire aussi parler la corde sensible qu'il y a en chacun de nous. Voilà, je pense que vous allez être émus et vous allez être amenés à réfléchir. Et l'autre chose, je vais en parler parce que je sais que tu vas en parler. La dernière chose, c'est qu'on a eu, je ne veux pas citer qui, mais on a eu un office du tourisme proche d'ici qui a écrit à une de nos amies ici présente, Christiane, pour ne pas la nommer, qu'il trouvait que la venue d'Yves c'était bien, Yves Le Gard, conteur pacifiste, c'était une très bonne idée, mais que cet office de tourisme ne pouvait pas en faire la publicité parce qu'il devait rester neutre. Voilà. Donc de la paix, voilà. Donc bon, moi, comme j'aime bien plaisanter, j'ai proposé à Yves de revoir son répertoire et de nous réserver ce soir le Petit Vin Blanc. J'ai dit ça doit mieux passer que des chansons pacifistes.
Bon voilà, mais genre, il n'a pas forcément compris au départ mon humour, donc il a vu que j'étais sérieux. Donc je maîtrise pas son répertoire ce soir, donc je ne sais pas s'il va nous faire le petit maintenant. Mais voilà, donc c'est important parce que la paix, effectivement, derrière il y a des valeurs politiques, mais la paix, ça nous concerne tous, et la culture de paix, c'est à chacun de nous de la cultiver. Voilà, et donc ce soir, ce moment qu'on va passer ensemble, il contribue. Donc merci d'être présent. Il y a un rendez-vous avant le 21 septembre qu'il faut tout de même vous signaler. C'est une rencontre que nous organisons à Lourdes, sur les rives de la Dordogne, le 6 août. Alors, bon, c'est à l'autre bout de la Corrèze, hein. C'est à côté de Beaulieu. Et c'est à peu près là où la Corrèze quitte le département, là où la Dordogne quitte le département de la Corrèze pour entrer dans le département de la Dordogne. Du Lot, excusez-moi. La Dordogne, c'est un peu plus loin. Donc, notez ça, c'est pas mal. On se rencontre volontiers, et c'est sympathique. On mange ensemble à la tombée de la nuit, et on place des bougies de manière à signaler que il ne faut pas oublier de parler de paix. La question de la paix est une question politique qui nous concerne tous, et je ne dirais pas comme disent certains, on parle de paix, mais bon, c'est pas mais, c'est politique, comme dit l'espèce de comité publicitaire qui nous a répondu que la paix était un sujet sensible. Oh, un sujet sensible, oh là là. Eh bien oui, c'est un sujet sensible. Alors... Effectivement, c'est un sujet sensible. Nous n'avons pas de cible. Voilà, contrairement à l'autre. Bon, mais je ne vous parlerai pas des élections. On va parler d'autre chose, de la poésie, qui est très subversive, puisqu'on a peur de l'annoncer sur le web, la poésie. Alors, j'ai même noté la phrase qu'ils ont envoyée. Voilà. Je peux lire. Nous avons bien pris en compte votre animation de la fête du livre. Les informations sont enregistrées et seront visibles sur notre site web dans la rubrique Agenda. Elle sera diffusée aussi au niveau de la newsletter hebdomadaire pour référencer les lettres de nouvelles. Par contre, je reprends le message, nous ferons parvenir l'échange avec Yves Lecard aux gens intéressés. Comment les intéresser s'il n'y a pas d'infos? Nous souhaitons rester le plus neutre possible sur ce sujet sensible. Quel sujet? La guerre, la paix, la neutralité, c'est quoi? Et ne ferons donc pas la publication sur notre site. Voilà le mail que j'ai reçu. Donc la poésie, puisqu'il s'agit d'un spectacle de poésie, est subversive. La paix, puisqu'il s'agit du thème essentiel, est subversive, susceptible de semer le désordre, alors que la poésie ravive la mémoire des électeurs. Que la poésie soit subversive si elle permet au peuple d'ouvrir les yeux, si elle permet de raviver la mémoire des électeurs qui sont prêts à redonner le pouvoir aux héritiers du nazisme 80 ans après. On vient de commémorer Oradour, et moins d'un siècle plus tard, ça recommence. La poésie n'est pas neutre, en effet, que vive la poésie, avec un P, comme paix. Voilà, si vous voulez dire un mot de la courtine ou... Oui, mais c'est un peu dans le... Je me présente, je suis Marinette Bessière, donc secrétaire de l'association La Courtine 1917, qui a été créée en 2014 et qui, ce week-end, fête ses 10 ans, qui sont intitulés Histoire et paix.
parce que l'histoire, c'est l'histoire, celle qu'on raconte et qu'on cherche à faire connaître dans l'association, c'est celle des soldats russes qui ont été échangés contre des armes en 1915, entre le gouvernement français et le tsar de toute les Russies, et qui sont venus par dizaines à 20 000 sur le front de l'Ouest en France, combattre dans l'Est de la France, et qui, à un moment donné, vu que c'était la boucherie, c'était des vaillants combattants, ont vu que c'était la boucherie, mais à un moment donné, ils ont appris que le tsar avait abdiqué. Et ils se sont dit, nous, puisqu'il a abdiqué, nous on veut aller, et que c'est la révolution, le début de la révolution russe, on veut retourner dans notre pays, voir nos frères paysans, voir nos frères ouvriers, et combattre pour récupérer nos terres, récupérer nos biens, et dans ce nouveau pays. Donc ils ont dit à un moment donné, on ne veut plus combattre. Et juste après le carnage du chemin des Dames au mois d'avril de 1917, ils ont pas baissé les armes, mais ils ont dit, on ne va plus au combat. Grand branle-bas dans les états-majors russes et français. Que faire de ces 20 000 soldats qui se mutinent? Et dans l'armée française, chez les soldats français, c'était aussi la mutinerie, les mutineries germaient. Donc, ils les ont éloignés, ils les ont fait venir en train à la Courtine en juin 1917. Et là, ils ont fait le premier soviet de soldats de toute l'histoire mondiale. Et ils ont été réprimés. D'ailleurs, ils ont été réprimés par différents moyens, dont ce qui fait penser beaucoup à aujourd'hui ce qui se passe à Gaza, la famine, la réduction des portions de nourriture pendant 2 mois jusqu'à une canonnade en septembre de 1917. Donc c'est cette histoire qu'on fait connaître et on estime, on considère, on interprète peut-être, mais que ces soldats qui étaient de vaillants combattants, mais qui n'avaient pas choisi de venir faire la guerre, étaient en fait des pacifistes, parce qu'ils préféraient ne pas se battre. Pourquoi se battre pour un pays qui n'était pas le leur, contre des ennemis qui n'étaient pas leurs ennemis? Et donc on retrouve tout cela aujourd'hui, et c'est pour ça que ça s'appelle Histoire et paix. Donc c'est 4 jours, vendredi, samedi et dimanche. Il y aura des spectacles qui mettent en avant la paix. Samedi matin, il y aura une rencontre-débat avec des associations, différentes associations pacifistes, dont le mouvement de la paix de Corrèze d'ailleurs, plus d'autres. Yves fera des spectacles pour les enfants à Jansiou et à Jansiou, et il y aura des films sur les mutins, des discussions sur la paix notamment. Donc je vous invite à tous y venir. C'est pas tout près, mais ici non plus n'est pas tout près Donc vous pouvez venir. Il y a quelques programmes ici. Et je pense que Christiane en avait pris la semaine dernière, mais on n'en a plus actuellement. J'en ai plus. Là, c'est juste le prospectus de l'association, mais c'est vrai que les programmes. Non, je les pose là-bas. Donc c'est tout. Merci. Et jeudi soir, Ah oui, tu peux jamais rajouter. Voilà, jeudi soir, il y a la remise des prix. Pour le centenaire du monument aux morts de Jansiou. On avait fait l'année dernière un concours de lettres. Des lettres, on a reçu 160 lettres. Et il y a 6 lauréats. Donc, la remise des prix aura lieu jeudi soir à Jansiou. Commencer son micro, je pense que ça va passer.
Le micro. C'est dit au micro? Ah oui. Ok, d'accord. Fleur au fusil, tambour battant, il va. Il a 20 ans, un cœur d'amant qui bat. Un adjudant pour surveiller ses pas, et son barda contre son flanc qui bat. Quand un soldat s'en va en guerre, il a dans sa musette son bâton de maréchal. Quand un soldat revient de guerre, il a dans sa musette un peu de linge sale, parti pour mourir un peu à la guerre. À la guerre. C'est un drôle de petit jeu qui ne va guère aux amoureux. Pourtant, c'est presque toujours quand revient l'été qu'il faut s'en aller. Le ciel regarde partir ceux qui vont mourir pour pas cadencer. Les hommes, il en faut toujours, car la guerre se fout des serments d'amour. Elle n'aime que le son du tambour. Quand un soldat s'en va en guerre, il a des tas de chansons et des fleurs se séparent. Quand un soldat revient de guerre, il a simplement eu la veine, et puis voilà. Un texte de Francis Lemarque. Il y avait une main sur le bord du chemin, une main grande ouverte. Au bout de cette main, sublime découverte, il y avait un humain. Que mettre dans la main, dans cette main qui ne soit pas commun, dans cette main tendue, qui n'avait rien vendu, qui n'avait rien à vendre, il est bien entendu qu'il n'y avait rien à prendre. Aucun doute, aucun but. Que mettre dans la main, dans cette main humaine qui ne soit pas commun. Les 10 premiers ont fui sans regarder vers lui, sans lâcher une pièce. Un enfant sans un bruit, doux comme une caresse, a déposé un fruit. Était-il grec, romain, russe, arabe ou roumain, cet être solitaire qui nous tendait la main? Habitant de la terre, c'était un être humain. Alors, dans cette main, sur le bord du chemin, j'ai déposé la mienne, simple geste d'humain, qui apaise la peine de marcher vers demain. Quand je pense à demain, je l'écris en 2 mots, comme 2 mains d'humain, les paumes peau à peau, peu à peu s'animant, mu par un même aimant, et dans un même élan, les 10 doigts se mêlant. Une main qui se ferme, c'est 2 mains compromis. Et c'est l'humain remis à plus ou moins long terme, à moins qu'elle soit ferme comme un point insoumis qui réclame le terme des haines ennemies. Une main qui se tend, c'est autant d'autres mains qui ouvrent le chemin, sur lequel on entend chanter les lendemains, lentement, sûrement, au rythme simplement de mains et mains refrains. Une main qui s'ouvre, une main qui découvre. Une main, c'est l'outil qui bâtit sur la grève le château de nos rêves, en petits grains subtils, avant d'être la main, tantôt tenant l'enclume, la charrue ou la plume qui forgeront demain. Une main, c'est toujours la moitié du chemin, de la cour au jardin, du jardin à l'amour. Une main, c'est velours. Lorsque sous la caresse, peu à peu disparaissent les pleurs d'un cœur trop lourd. Une main qui s'ouvre, une main qui découvre. Une main, c'est porteur de bagues, de bagages, mais aussi d'un langage qui a bien des lecteurs. Cette langue des signes est si vraie et si belle qu'elle est universelle. Je l'affirme et je signe. La main, c'est le maillon qui formera la chaîne où d'autres mains humaines, par milliers, par millions, traceront le sillon d'une moisson prochaine, sans violence, sans haine, douce révolution. Et une main qui s'ouvre vers un humain qui souffre, ces 2 mains qui s'engouffrent dans un livre ou un louvre. Quand je pense à demain, je l'écris en 2 mots. Comme 2 mains d'humains, les paumes peau à peau, peu à peu s'animant, mus par un même aimant, et dans un même élan, les 10 doigts se scellant. Dans l'angle
d'une remise, sans jamais être dérangée, une araignée s'était mise à tisser son garde-manger. Voilà qu'un râteau, imprudent, qui venait pour la déloger, dans la toile plongea ses dents. Et lui, qui de par sa nature ne prend jamais de nourriture autre que végétarienne, mauvaises herbes, charbon, chien-dent, dedans la toile arachnéenne, c'est bête, mais c'est évident. Le bougre se cassa les dents. Et notre placide araignée, dans sa légitime colère contre l'intrus aux dents de fer, s'ébouriffa le bout du nez et une patte de derrière. Moralité. Si tu es râteau, sois prudent. Attention où tu mets les dents. Et si l'on t'appelle araignée, attention où tu mets les pieds. Dans la sombre nuit de l'hiver, sous l'arche du vieux pont de pierre, un enfant s'est endormi en chien de fusil. Et le chien du fusil, fut-il outil rutilant, hurle, hurle, hurle à la mort. À la mort, le fusil distribue aux 4 vents. Mais les 4 vents, d'écho en écho, transforment le cri du chien qui hurle et de la mort hurle à l'amour, à l'amour, à l'amour. Alors, le fusil, nuisible, fissible et risible outil, ainsi fond, dans la sombre nuit, se disloque et disparaît. Le pont de pierre, sous les paupières, devient palais, où l'enfant dort, sans fusil, avec juste un chien serré contre lui, petite peluche qui dort et qui veille sur sa nuit. Vous connaissez tous, chers amis, la cigale et la fourmi. La fable qu'aujourd'hui je vais vous raconter n'a rien à voir en vérité avec celle de La Fontaine. Elle est plus, comment dire, plus contemporaine. C'est une autre cigale et une autre fourmi. Mais dès que mon histoire sera terminée, s'il faut une morale, qu'il me soit permis de vous la laisser deviner. Une cigale avait passé tout son été couché au soleil, à chanter, à rêvasser, à ne rien faire. Enfin, rien de sérieux, comme aurait dit Prévert. Regarder voleter les papillons, les libellules et les oisillons, écouter rire et vivre les enfants, insouciants et triomphants, accompagner le ballet des abeilles, bercer le vacancier en quête de merveilles, et sans même s'inquiéter de savoir si on l'écoutait. Enchanteresse, elle-même enchantée, tout en se laissant vivre, adorée du soleil, la cigale chantait, 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 chantait. Qui de vous ne voudrait d'un paradis pareil? Cependant, dans le champ voisin, une fourmi allait bon train, trimait, creusait, fouillait, pêchait sans s'arrêter, se dépêchait de transporter en son abri tout ce qu'elle pouvait ramasser, des débris qui pour nous ne seraient que de la pétadille, faune infime des environs, de la chenille au moucheron, la fourmi entassait, emplissait sa maison de 1001 provisions. Elle ne prenait pas le temps de se laisser distraire par des rires d'enfants qui n'ont rien d'autre à faire. Et elle n'était certes pas sur terre, ni sous terre, pour s'amuser, se promener, rêvasser ou fanfaronner. De gauche à droite, elle trottait, de ci, de là, crapahutait, sans se plaindre le moins du monde, sans s'arrêter une seconde, sans être jamais défaillante, sans trêve et très vaillante, travaillait, s'activait, œuvrait, et pour de vrai. Et ainsi tout l'été, la fourmi travailla, et ainsi tout l'été, la cigale chanta. Puis vint l'automne, et son frima. Le temps où les chanteurs de rue retournent à l'anonymat nous étaient venus, le temps où les temps sont durs, le temps où la faim triture les estomacs inestimables des vauriens, va-nu-pieds, vagabonds qui n'ont pas les moyens, terminer l'aventure. Notre cigale rangea donc son violon et s'en alla en quête de sa nourriture. Mais,
en cette saison, vous devez le savoir, si l'on n'a pas en temps voulu pris ces précautions, on se fait avoir. De nourriture, il n'y en a plus. La fourmi, qui prudente avait fait ses réserves, avait de quoi manger tous les jours à sa faim. Ses provisions étaient sans fin. De sa fourmilière, elle observe, cependant qu'elle se régale, seule et heureuse dans son coin, sa voisine cigale, faible, affamée, bien mal en point, incapable de faire un pas, en un mot proche du trépas. Alors, elle l'interpelle et lui dit, dans leur langage, « Eh bien, voisine, ma belle, quel malheur, et quel dommage de te voir dans cet état-là. Toi qui tout l'été régala nos cœurs et nos oreilles de ton chant sans pareil, que dirais-tu de partager mon repas, à lui faire manger, si je t'abandonnais à ton sort odieux, si tu mourais de faim, ma belle, rends-toi compte, je mourrais aussi, mais de honte. N'est-ce pas grâce à toi, à ton chant mélodieux, que j'ai pu travailler ardemment, hardiment, avec autant d'acharnement? N'est-ce pas grâce à toi que la nature est belle? Et n'est-ce pas un peu pour toi que les touristes en ribambelle quittent leur paysage si gris et si triste pour venir en Provence passer leurs vacances? Si je préfère, moi, trimer, turbiner, bosser, m'escrimer, ne laisser nulle place où je ne passe et ne repasse, libre à moi. Mais en attendant, mon grenier est surabondant. J'ai largement assez pour nourrir 2 foyers. À chacun son métier. Tu as, ma belle, autant de mérite à chanter que moi d'avoir choisi une autre activité. Et puis c'est tellement plus gai, plus sympathique lorsqu'il faut travailler, de le faire en musique. Je suis un artisan du mot. Comme le cordonnier qui façonne le cuir, qui transforme le bœuf pour en faire un soulier, qui tait le crocodile et le met au poignet de la dame du monde, je suis un cordonnier du mot. Sauf que si j'utilise un bœuf, un crocodile, un crapaud, un insecte, un fauve ou un humain, je ne prends pas leur peau après les avoir tués. J'en emprunte l'image et les rends plus vivants encore qu'ils n'étaient. Je suis un artisan. Je découpe le mot. Je découpe le cuir du mot comme un puzzle. Je découpe ses os, ses muscles, ses vertèbres, que sont les lettres qui en forment le squelette. Je les tords, les retors, les trie et les triture. Et l'écriture leur donne une autre vie, un autre itinéraire. De l'insecte qu'on ignore, ou qu'on méprise, ou qu'on écrase, du bout de ce soulier qu'un cordonnier poète a fabriqué d'un coup d'une haleine de magie, de cet insecte infiniment lilliputien et sans valeur, je fais un personnage, un héros immortel, un compagnon de vie, un modèle humain. Je suis un artisan. Et je peux, en un tour de main, un tour de mots, prendre à César ce qui lui appartient de force et non de droit, dire non à la guerre et la rendre impossible, et la rendre impensable, dans le monde en tout cas que je viens de créer. Je suis un artisan de paix. Je travaille à main nue, je travaille en humain, à bouche décousue, à gorge déployée, et mes mots, et mes mains, et ma voix, outillée de 2 cordes vocales, vibrantes à l'unisson de la corde du cœur. Mes mots, mes mains, ma voix font bien plus pour la paix, pour l'amour, pour l'humain, que leurs milliards d'engins, enjeux de ces milliards qui partent en fumée. Je suis un artisan, un jardinier du mot. Les fleurs que je cultive au soleil de mon cœur s'ouvrent en toute saison et offrent à tout vent, à tout vivant, à tous leur arôme, leur sel, leur musique, leur sang. Je suis un artisan. Tous les goûts sont dans la nature. Témoin l'incroyable aventure qui arriva à un émeu. C'est émouvant, non? Un émeu. En tous les cas, moi, ça m'émeut. Et c'est d'autant plus émouvant
qu'on ne rencontre pas souvent, surtout chez nous, car cette région ne fréquente guère les eaux, où parmi les autres trucs-muches ne vivent que quelques autruches. Paraît que ça n'a rien à voir. C'est possible, qui peut savoir? Mais parmi tous les animaux, de la plus chouette au plus chameau, aucun animal ne m'émeut autant que ne m'émeut l'émeu. Revenons à notre émeu. Un émeu était amoureux, non d'un oiseau de sa nature, mais d'une vache. Tout se peut. Laissez-moi donc vous dire un peu comment commença leur idylle. C'était le premier jour d'avril. Le soleil brillait dans les cieux comme il peut briller dans les yeux des amoureux. Or, notre émeu, comme une certaine pucelle, entend une voix qui l'appelle. Mais non pas pour prendre les armes, non. C'est une voix pleine de charme qui dit « Émeu, 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 me voilà », lui répond l'émeu, qui tout ému lui dit ces mots dans leur langage d'animaux. Comme il est doux de vous entendre chanter mon nom d'un ton si tendre. Sans mentir, si votre fromage se rapporte à votre ramage, je vous ferai une sans délai. Tout en buvant du petit lait, la vache à son tour s'en émeut, et de l'avoir ému, l'émeu vers elle lentement se meut. À l'émeu répond l'émeu, et au meu, les mots de l'émeu. Dans un concert des plus fameux dont l'écho dit « Je vous aime », voir ainsi l'émeu se mouvoir, fait de plus en plus s'émouvoir notre bovine créature. Tous les goûts sont dans la nature. Mais le goût le plus répandu, chez la vache bien entendu, c'est le goût des fleurs et de l'herbe. Voilà nos amoureuses en herbe, en train de se compter fleurettes, en effeuillant la pâquerette, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie évidemment. Mais laissons-les à leurs ébats. L'amour est la chose ici-bas que l'on peut connaître de mieux. Si mon histoire vous émeut, tant mieux, j'ai bien rempli ma tâche. Sinon, ne soyez pas trop vache. Et Dieu reconnaîtra les chiens, à leur façon sans doute de lever la patte. Devant la devanture peut-être d'un boulanger en train de lever la patte. Il faut bien reconnaître, mon Dieu, que le chien et le boulanger ne lèvent pas la même patte. Ce qui montre bien que l'accent circonflexe, si complexe, c'est pas fait pour les chiens, sinon pour les bâtards. Le boulanger nous donne notre pain quotidien, moyennant, il est vrai, quelques menus monnaies, alors que le chien ne nous donne rien, rien que son regard. Ses yeux de chien, pâteaux, ses battements de queue, ses coups de langue longue, et tout son temps du chien. En échange de quoi? En échange de rien. Rien que notre regard, que notre tendresse, notre temps de reste, et sa quotidienne pâtée. Ce qui montre bien que l'accent circonflexe, si complexe, le chien n'en fait qu'une bouchée. Et le boucher n'est pas chien qui lui donne des os, des abats et des pinceaux, des bas morceaux. Ah, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il paraît que les chiens courants sont plus courants que les chiens d'arrêt. Ah oui, les chiens d'arrêt ne sont pas courants, ils ne courent pas. Ils ne courent pas les rues. Celui qui court les rues et survit dans les cours, c'est le chien errant. Errant en plan. Le chien errant est différent du chien d'arrêt, lequel est indifférent au chien courant. C'est qu'ils sont indifférents, mais ce n'est pas courant. Quand le chien errant voit un chien courant, il court après. S'il voit un chien d'arrêt, il s'arrête. Sauf si c'est un chien taré. Les chiens tarés sont très faciles à reconnaître. Ils se balancent. Il peut y avoir des chiens d'arrêt tarés, des chiens errants ratés, des chiens courants comme des dératés, des chiens courts sur pattes, d'autres qui se carapatent, des chiens enragés qui t'arrachent les jarrets, des chiens encagés qui jappent sans arrêt, des chiens loups, des chiens louches, des chiens dents. Dans quoi? Dans la niche, bien sûr. Vu que le chien est le seul animal qui peut dormir dans son anagramme. Oh, il y a autant de chiens que de maîtres. En plus même, certains maîtres ont plusieurs chiens. Il y a même des maîtres sans chien, les chiens errants. Sans oublier les chiens assis. Les chiens assis avec ou sans maître.
Bon, qu'à 600 mètres, on ne voit plus de chien. Mais y a-t-il des maîtres sans chien? De quoi sont-ils maîtres alors, si je puis me permettre? Maître d'école, celui qui s'occupe des colliers. Certains maîtres vont mettre des colliers à leurs collègues pour aller poser des collets dans les halliers. Eux peuvent mettre des cols à des colliers. Mais on peut très bien être maître de soi-même et avoir du chien sans pour autant être un cabot. Ah, vous voyez Lucien. Ah, vous ne connaissez pas Lucien. Lucien aime bien chez le chien. Mais ce qu'il n'aime pas chez son chien, c'est sa fâcheuse tendance à aller chez les siens. Pas les chiens, les siens, la famille de Lucien. Chaque fois que Lucien va chez les siens avec son chien, enfin sa chienne, il craint que la chienne léchée par les siens aille les lécher, après avoir léché les déchets. Les siens vont prendre un air détaché, si elle les lèche, elle les tâche, même si ça sèche, elle les efface. Alors plutôt que de se fâcher avec les siens quand on règle du chien, Lucien préfère tenir son chien en laisse que les siens en lèche. Ça vous laisse comprendre. Bon ben, je voulais juste vous raconter cette histoire de chien, mais vous regardez tous en chien de faïence, alors je vous laisse, je vais aller retrouver mon chien. Il était déchaîné, il a cassé sa chaîne, il est parti chercher sa chienne, la chienne, le boulanger, Lucien, et ils sont partis tous les deux en voyage de noces. Ils m'ont tapé sur la tête. Je ne me rappelle pas pourquoi, mais même si ça m'a fait mal, parce que j'en suis mort. Et ce que j'étais déjà? Travailleur émigré, philosophe, dissident notoire, résistant caché, ou bien animal à fourrure. On m'appelait comment déjà? José, André, Argentino, Arabica, Yann Patochka, ou bien encore bébé phoque. Quand leurs pieds chaussés m'ont cerné, étais-je allongé dans des draps, ou bien couché sur la banquise, ou est-ce que je sortais d'un café? Je suis mort chez les flics de l'Est, dans la rue de l'Ouest, sur les glaces du Nord, ou dans la pampa des casquettes, à coups de trique noir. Est-ce que je rêve de vengeance? De têtes policières éclatées, de têtes de chasseurs sanglantes, de têtes de racistes empurées? Ou bien est-ce que je vois des têtes émerveillées d'elles-mêmes, émerveillées de leur dedans et se déclarant un nouveau monde? Je suis mort. Répondez pour moi. Je m'appelais Yann Patochka, argentin, et bébé phoque, arabe. Maintenant, ça me revient. Un texte de Georges Blondeau, plus connu sous le nom de GB, cassette. Mise en musique par Philippe Gérard et chanté par Yves Montand dans les années. De révolution en révolution, ou de guerre en guerre, de résolution en résignation, conseiller grégaire, de la prévention à la prétention de bornes luguère, de la pétarade à la paix qui tarde, on avance guère. Les mêmes indices, bâtissant jadis, on bâtit la guerre. Les tyrans s'enivrent, insatiables vouivres du sang du vulgaire, troupeaux de fourmis, les peuples soumis suivent les dronguères. Guerre, 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 guerre. Si les appelés, tondus et pelés de tous les combats, au lieu d'obéir et de s'avilir en marchant au pas cadencé, privés de pensée, avaient mis à bas la toute-puissance de l'obéissance qui mène au trépas, s'ils avaient dit non, c'est pas nos oignons, on ne marche pas. La guerre de Troie, n'eut guerre de Troie. Les guerres suivantes, celle de 40, celle des Balkans, n'auraient pas eu lieu. J'en mets, si tu veux, mes deux mains au feu. Serait-ce un vœu pieux? Il suffit pourtant d'essayer. J'entends, soyez résolus de ne servir plus, et vous voilà libre
quelle vérité, et quelle beauté dans ces mots qui vibrent. Depuis 600 ans, jamais un slogan n'a eu plus de fibre. Il suffit en somme, pour agir en un homme du cœur et des tripes, plus de guillotine, plus de chevrotine, plus de violence. Sachons dire non avec conviction. C'est notre défense. Un mot de 3 lettres pour envoyer paître les autorités. Un mot de 3 lettres qui fera naître la vraie liberté. Si tu veux la paix, n'est pas le toupet d'aller obéir au son des clairons qui te conduiront là-bas, envahir, au nom de la paix, un pays suspect d'engendrer le pire. Ne passe pas outre la paille et la poutre de vos grands empires. Si tu veux la paix, prépare la paix. On ne peut mieux dire. Soyez résolus de ne servir plus, qu'à cela ne tienne, que ta phrase ancienne devienne l'antienne de la race humaine, et ma poésie se joigne à la tienne, Étienne, de la poésie. Comment parler du temps qu'il fait sans oublier le temps qui passe? Pluie ou beau temps ne sont en fait qu'un bout de temps à pile ou face. Le temps qui souvent nous défait dépend du temps qui nous dépasse. Mais le pire de ces effets, c'est qu'un temps vient qui nous efface. Il faut voir la vérité en face. De notre temps, tout compte fait, quoi que l'on dise ou que l'on fasse, le temps fait tout ce qui lui plaît. En un mot, tout ce qui lui passe, non par la tête, c'est un fait, mais par le cœur, il a coriace. Chacun de nous en fait les frais. Plus le temps court, et plus en fait notre espèce manque d'espace. Et le temps de son bec d'orfraie nous effraie lorsqu'il nous menace, que sans répit il se repaît, à la fois rapiaille et rapace, des ans qui pèsent sur nos faits, que l'on s'embrouille ou que l'on s'embrasse. On a beau l'affronter de face, courageusement, rien n'y fait. On pourrait se voiler la face et le mépriser tout à fait, marmoréen toujours y passe. Et au besoin, nous contrefait, en nous renvoyant nos grimaces. Il faut avoir le cuir épais. Et moi, pendant ce temps, je fais, que voulez-vous donc que je fasse? Des poèmes, tantôt surfaits, tantôt plus ou moins efficaces, où je parle du temps qu'il fait, pour oublier le temps qui passe. L'un et l'autre, en accord parfait, suivent mes rimes à la trace. Le temps qu'il faut, pour que je fasse un texte qui me satisfait ou satisfasse. Ah, subtilité du français. Le temps que ma mémoire sasse, entre le flacon et l'ivraie, des souvenirs que je ressasse pour démêler les faux des vrais. Le temps qu'il faut à l'imparfait, pour pas à pas prendre la place de ce qu'on fut, ce qu'on a fait, ce qu'il eût fallu que l'on fasse, de ce qu'on aurait fait après, si le temps était moins vorace, si le temps nous laissait en paix. Mais je me tais. Voilà qu'il passe. Tout est désert, mais non. Là-bas, près des rocs noircis, un enfant aux yeux bleus, un enfant grec, assis, courbait sa tête, humilié. Il avait pour asile, il avait pour appui une blanche lépine, une fleur, comme lui dans le grand ravage, oublié. Ah, pauvre enfant, pieds nus sur les robes anguleux, hélas, pour essuyer les pleurs de tes yeux bleus comme le ciel et comme l'onde, pour que, dans leur azur de larmes orageux, passe le vif éclair de la joie et des jeux, pour relever ta tête blonde. Que veux-tu, bel enfant? Que te faut-il donner pour gaiement attacher, et gaiement redonner en boucle sur ta blanche épaule ces cheveux qui du fer n'ont pas suivi l'affront, et qui pleurent et passent autour de ton beau front, comme les feuilles sur le saule? Veux-tu pour me sourire un bel oiseau des bois, qui chante avec un chant plus doux que le hautbois, plus éclatant,
que les cymbales. Que veux-tu? Fleurs, beaux fruits ou l'oiseau merveilleux? Ami, dit l'enfant grec, dit l'enfant aux yeux bleus, je veux de la poudre et des balles. Victor Hugo, 10 juin 1828. Et j'ai fait une petite réponse à ma façon à Victor Hugo. Ami, dit l'enfant grec, dit l'enfant aux yeux bleus, je veux de la poudre et des balles. Le ciel m'en est témoin. Lui qui de honte pleut quand teinte l'écho des cymbales. Lui qui voit d'un côté l'enfant heureux qui joue, tombant 100 000 fois pour rire, et de l'autre côté du monde, mis en joue, 100 000 enfants qui vont mourir. Le ciel m'en est témoin, ainsi que la raison. Le poète a pu se tromper en pensant que l'enfant, sortant de la maison, voulait vraiment participer à cette horreur, cette tuerie, ce crime commis par les grands. Le poète, je suis sûr, n'a pas du tout compris, mais la folie qui la comprend. Le poète aurait pu, lui par ailleurs si grand par la pensée et par la plume, défendant l'opprimé et dénonçant le tyran, acclamant l'espoir qui s'allume. Le poète aurait pu, lui par ailleurs si doux, en protecteur de l'innocence, lui qui a su sortir un crapaud de la boue, en oubliant toute souffrance. Le poète aurait pu, lui si grand par ailleurs, donner une chance à l'enfant, car il est le témoin, mais aussi l'éveilleur d'un rêve immense et triomphant. Le poète aurait pu. Le poète est un dieu qui, d'un coup de crayon magique, en balayant l'odieux, l'immonde, l'objecte, nous ouvre un jardin magnifique. N'y a-t-il pas assez d'enfants qui poussent au crime, dans ce qu'on nomme le réel, que le poète, au moins par l'enfant, nous exprime l'idée d'un monde moins cruel? S'il donne la parole à l'enfant, le poète prend la responsabilité d'en faire un héros mort ou un vivant prophète, un symbole d'humanité. Ami, dit l'enfant grec, dit l'enfant aux yeux bleus, je veux de la poudre et des balles. Si vous l'aviez laissé finir sa phrase, au lieu d'interpréter son idéal, il aurait dit peut-être, le bel enfant grec, que la poudre qu'il désirait, c'était la poudre d'escampette, et fuir avec des balles pour jongler en paix, à moins qu'il n'ait voulu de la poudre de riz et des balles populaires, rassemblant les enfants de toutes les batteries dans un espéranto plus fort que la colère. Il ne faut plus jamais que les enfants qui jouent, cheveux clairs et foncés sur la fraîcheur des joues, ébauchent l'avenir, esquissent de demain et de petits fusils dans leurs petites mains. Parents, craignez ces jeux en qui la mort commence. Il ne faut plus jamais autoriser l'enfance à d'avance imiter, dans un plaisir moqueur, ce qui sera demain la guerre et son horreur. Plus de ces régiments, plus de ces panoplies. Parents, souvenez-vous des millions d'agonis. Ne leur permettez plus la sombre singerie. Apprenez-leur des jeux intelligents et doux. Faites-leur détester d'avance la tuerie. Vous prenez garde, car complices, malgré vous, du crime universel que les hommes préparent, leur permettre sitôt ces coutumes barbares, c'est suggérer au sort ce que tout lui défend, et lui permettre un jour de tuer vos enfants. Un texte de Maurice Rostand. Il était une fois, vous savez quoi, une oie qui n'avait plus la foi, mais qui avait les foi, quoiqu'elle n'eût pas froid aux yeux. On l'avait tellement gavée, elle en avait tant bavé, depuis que ses ancêtres avaient été décapités au Capitole par les Gaulois, ceux qui gaulent les oies. Depuis que son père, ce Pérot, avait réglé son compte à sa mère loi, la traitant de sa loi, lui imposant sa loi,
Elle était amère, voire âpre. C'est pourquoi on l'appelait l'âpre. Elle avait tellement bavé, elle en avait tant bavé, on l'avait tellement gavé, qu'elle n'avait plus foi en quoi que ce soit. C'était une oie blanche, ça va de soi, mais sitôt qu'elle broyait du noir, gare au Jacques qui par hasard aurait joué les hussards, elle aurait su dardard lui faire entrer son bazar. Car une oie blanche qui broie du noir, croyez-moi, c'est pas beau à voir. C'est comme un vilain petit canard. C'est en but au regard des renards, des ringards. C'est en but au connard qui cherche la bagarre. Mais une oie sans foi ni loi, c'est en but à quoi? En but aux cailles, aux racailles, aux canailles, aïe aïe aïe. En but aux railleries, aux vacheries, aux boucheries, aux cochonneries, aux tueries. Tueries, mais il n'y a pas de quoi. Car c'est toi. Non, c'est pas toi. Et toi, je parle de ces toi-là. Mon oie qui n'avait plus la foi. Au lieu de marcher droit, au pas de loi, suivant la loi de toute loi, c'est toi-là, trouver le bon aloi de marcher de guingois, pour montrer son désarroi, et marquer de surcroît son désaccord au roi. Son refus d'un jeu de loi qui aux oies au lieu de choix leur donne sur tous les fois. Elle avait fait ce choix, c'est son droit. Une oie qui marche de guingois, ça se voit. Des pattes d'oie de guingois. Avouez qu'il y a de quoi rester pantois. Rester quoi? Mais il en va des oies comme des oreilles, de corbeau à cornouailles, de corbeau au tréport, de sanglade à Shanghai, comme de gloire à foie ou trifouiller les oies. Et très vite, ma foi, quoiqu'elle se crut l'unique oie à ne pas marcher droit, on vit dans plusieurs endroits, et même à Anvers, je crois, plusieurs oies à la fois se mettre de guingois. Et en moins de 3 mois, on vit de longs convois, comme ceux qu'autrefois on a fait, vous et moi, contre les pires lois scélérates. Tu parles. Non, c'était pas les rates, c'était une autre race d'animaux, plus voraces. Mais revenons à nos oies. Je disais qu'en 3 mois, on vit de longs convois, comme ceux qu'on fit, doigts, escortés par les voies des cabots, les wawas des cabots, non, par les voies des marmots, les wawas des cabots et la joie des marmots. 50 oies, 500 oies, 5000 oies de guingois, brigantes à pleine voix, et toutes à la fois agitant leur pavois sur le pavé des voies. Mon foi est à moi, mon foi est à moi, mon foi est à moi. L'étranger. Qu'est-ce que l'étranger? Si l'on décompose le mot, on s'aperçoit tout d'abord qu'il s'agit d'un être, ce qui peut nous rassurer. Nous sommes pas déjà nous-mêmes des êtres. Bien, il s'agit d'un être, mais cet être est en G. Et tout le problème vient de là. Qu'est-ce que ce G? Qu'est-ce que ce G, en quoi cet être serait fait? Être en G. Oh, je connais des êtres en chair et en os, des êtres chairs, pas toujours à la noce, des êtres vivants, des êtres humains, des étripés, des étriqués, des étrusques. Mais étrangers, je ne vois pas. Rangés, oui, des êtres rangés ou dérangés, j'en connais. Mais pourquoi rangés? Pourquoi pas hantés, par exemple? Ah ben ça existe, les êtres hantés. Hantés précisément par cet être rangé qui sont tentés d'étrangler pour nous en être hantés. Comme si le G avait quelque chose de particulier. Ben non, le G, c'est général. Et pourtant, s'il était général, l'être en question et sa réponse, ça se saurait. On dirait général un tel, général machin, pas étranger. Pourquoi en G, pourquoi pas en paix? L'étranger n'est pas en paix, justement. Ah. Tremper, oui, ou tromper, ou prêt à ramper, mais pas en paix. Alors s'il n'est pas en paix, il est en guerre. Ben oui, c'est ça le G. C'est le G de guerre, de ghetto, de garde à vue. À moins que dans le G, il y ait d'autre chose. À moins qu'il y ait dans G, danger. Ah, c'est l'étranger alors qui serait en danger. Il ne peut donc plus être en paix. Ou en pétard, on serait à moins. Ou empêtré dans les carcans, les cancans, les camps qui attirent les camps à l'écart, les tiroirs, les casiers, les clichés.
étrange est. Il dort, il rêve. Il rêve qu'il dort. Qu'il revêt d'or un livre d'or, Qu'il livre d'ores et déjà dehors. Il dort, il rêve. Il rêve qu'il dort, car d'heure en heure, et sans gagner de l'or en barre, il dort, dort, dort. Il est d'horreur. Il n'a pas d'horreur pour ce métier d'art qu'il adore. Mais à force qu'il dort, 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 d'heure en heure, quand il dort, qu'il ne dort plus, quand il se fait dormeur et en horreur, il dort, et il rêve encore qu'il dort, qu'il dort, qu'il dort, qu'il revêt d'or, un livre d'or. Ah, ça fait beaucoup. Il y a eu les chercheurs d'or, nous sommes les chercheurs d'air. Le monde ne manque pas d'or, mais d'air. Il y a eu la fièvre de l'or. Or, sans air, nous avons la fièvre. Nous manquons d'air. Il nous faut changer le décor, changer l'or en air. Nous sommes les alchimistes de l'ère moderne, une ère qui manque d'air. Il nous faut changer le décor, changer l'or en air, changer l'idée de l'or. L'idée que l'or aurait plus de valeur que l'air. L'idée que l'or serait plus précieux que l'air. Or, tant que l'or dure, il est dur d'avoir de l'air pur. Car l'or est délétère, et l'art est de l'éther, de l'éternel. L'art est dans l'air. C'est un art de transformer l'or en air. Faire que le décor soit d'équerre, d'accord? Décortiquer le décor. Car l'air est dehors et le silence est d'air. Or, l'art fait d'air. C'était deux frères, vieux garçons, qui cherchaient chacun l'âme sœur. L'aîné, massif, était maçon. Et le second, ma foi, ma sœur. Si l'on demandait aux maçons, avez-vous des frères, des sœurs? Ils vous répondaient sans façon, j'ai un frère qui est ma sœur. Et si l'on posait la question à l'autre frère de ma sœur, il citait son frère maçon. Et pour ce qui est de ma sœur, poursuivait-il, j'en fais fonction. On leur répondait, et ta sœur? Mais vu que les deux frères sont l'un comme l'autre aussi farceurs, ils savent bien nous lurons pour nous renvoyer l'ascenseur, dire en guise de conclusion, nous sommes tous deux là, sans sœur. Depuis qu'ils étaient écoliers, on leur répétait à l'envie qu'ils avaient l'esprit d'escalier. Pour donner d'eux un autre avis, ils trouvent à chaque réplique une parade au tac au tac. Ils sont malins, et leur tactique les met à l'abri des attaques. Le fait de rester vieux garçon n'empêche pas d'être noceur, mais un masseur, comme un maçon, ça n'en est pas moins un bosseur, car massage et maçonnerie relèvent de l'art. Et dès lors, personne ne va dire ne rit lorsqu'ils évoquent leurs efforts. Chacun a sa tâche, ce n'est un secret pour personne, il n'y a pas de quoi en faire un flash. Quand l'un masse, l'autre maçonne. Que l'aîné fasse une façade quand l'autre façonne une fesse ne les rend nullement maussades, sauf si leurs affaires s'affaissent. Mais au contraire, le profit qu'ils en tirent les satisfait, leur petite vie leur suffit. Et leur bonheur serait parfait, hormis le fait que le maçon, comme son frère et ma sœur, était encore vieux garçon, comme je l'ai dit tout à l'heure. Or, un jour, dans le cabinet de ma sœur, entrèrent deux sœurs. Une occasion inopinée, bien sûr en tout bien tout honneur, qu'allez-vous donc imaginer?
Oui. Quand je vous parle de deux sœurs, la cadette, on l'a deviné, était une vraie bonne sœur, venant présenter son aîné. Son aîné qui précisément cherchait une place de bonne, et l'on imagine aisément que le masseur était la bonne, car elle était plutôt amène, comme aurait dit sa jeune sœur, faisant confiance en ce domaine à la sœur autant qu'au masseur. Récapitulons. Des deux sœurs, l'une est religieuse, et l'aînée devient bonne chez le masseur. C'est clair, mais c'est pas terminé, car le masseur est vieux garçon, ce qui est un vrai crève-cœur pour lui, comme pour le maçon. Or, le maçon échafauda un plan pour aller chez son frère. Sifflant sa chanson, il rôda sous sa fenêtre, sans s'en faire, et timidement minauda, l'air de ne pas en avoir l'air, tout en sifflotant sa coda, 100 fois, 1000 fois, tralala. Le masseur le réprimanda, devinant, il avait du flair, que sa visite si pressée, bien que leur lien soit fraternel, n'était pas désintéressée, mais pas d'un plan professionnel. On m'a dit qu'il y a deux sœurs chez toi, intervient le maçon. Oui, mais des deux sœurs, l'une est sœur, et pour l'autre, il n'est pas question d'aller faire le joli cœur, ni de jouer les fanfarons. Nous verrons, en temps et en heure, ce qu'il en est. En attendant, nous avons deux frères, deux sœurs, c'est un fait, mais restons prudents. Car des deux sœurs, l'une était mince, c'était la bonne de ma sœur, lequel sans doute était bon prince. Car lorsque vint la bonne sœur, elle se dévoila sans honte. J'ai dans les reins quelques douleurs, et désormais je me rends compte que c'est à cause des rondeurs. J'aimerais que vous me massiez afin de gagner en minceur. Je voudrais que vous le fassiez, évidemment, avec douceur, mais quand je vois vos mains d'acier, j'en éprouve quelques stupeurs. Le masseur prit un air pompier, histoire d'apaiser sa peur. Attendez, dit-il, je m'assieds pour en parler à votre sœur. En effet, j'ai massé, mais je n'ai jamais eu de sœur, et je ne voulais offenser ni les tabous, ni la pudeur. Donc la sœur, celle qui est nonne, aurait bien aimé la minceur de sa sœur, celle qui est bonne, et qui plus est chez un masseur. Lequel masseur, lui, chez sa bonne, espérait trouver l'âme sœur, et redoutait qu'il ne maldonne s'il n'est pas à la hauteur pour masser la sœur de sa bonne. Le fait qu'il soit bonne sœur, pour lui qui ne craignait personne, lui donnait pourtant des sueurs, d'autant qu'il voyait dans la nonne une future belle-sœur. S'il allait trop vite en besogne, il risquait de perdre sur l'heure sa bonne, pour qui son cœur cogne, et du coup de perdre son cœur. La bonne en question était bonne, pas seulement de profession. On lui aurait donné la Madone et le bon Dieu sans confession. Cela n'étonnera personne. Elle donna la permission au masseur de masser la nonne, ne craignant nulle trahison. Attendons la fin. Le maçon, qui n'avait pas lâché l'affaire, fredonnait toujours sa chanson sur les fenêtres de son frère. Voyant entrer la bonne sœur, il fut pris de quelques frissons. Et, sous ses taches de rousseur, comme il est dit dans la chanson, non pas celle du joli cœur, mais celle d'un autre garçon qui avait interdit de sa peur entre le nez et le menton, la nonne osa, dit la grande, rougit. Hormis quelques censeurs, tout le monde trouva comique, sauf peut-être son professeur. L'aventure de ces deux frères qui rencontrèrent ces deux sœurs. Pas de quoi en faire une affaire, sauf que l'une étant bonne sœur, il lui fallut quitter les ordres pour pouvoir suivre son maçon. Sinon, ça aurait fait désordre. J'entends déjà à l'unisson tous les échos de la rumeur. Quoi, le masseur est mollasson? Non, le maçon aime la sœur. Quoi qu'il en soit, les vignerons trouvèrent enfin l'âme sœur. La sœur épousa le maçon, sa sœur épousa le masseur, et les deux couples sont à plomb, comme le fil du même nom. Il existe une autre version, où le masseur et le maçon ne sont pas frères, mais passons. Par les temps qui courent, j'ai peur, en dépit de l'évolution des mœurs, qu'on me tienne rigueur de ma petite diversion. Imaginons que le masseur, en fait, n'aime que les garçons, et qu'il rencontre chez sa sœur, qui est bonne sœur, un maçon. Mais j'arrête là, vous avez raison, ça, c'est leur vie privée. C'est avenue de l'Opéra,
que Sarah aguicha Sacha. Sacha était un petit rat, et Sarah faisait des achats en disant « Maman vous paiera » partout où elle démarcha. Les marchands, connaissant Sarah, dont le papa est un pacha, ne firent aucun embarras, ne craignant pas qu'elle le trichât. Aucun donc ne la rembarra, ne s'échauffa, ne se fâcha. Bref, en sortant de l'opéra, où il faisait ses entrechats, Sacha ce soir-là repéra Sarah, qui d'abord se cacha, puis l'air détaché, opéra une volte-face et tâcha de s'approcher du petit rein à petits pas, et s'enticha, apparemment sans apparat, de Sacha qui s'amouracha. Quel âge as-tu, sentit Sarah. Bientôt 10 ans, lui dit Sacha. Et c'est quand que tu les auras? Moi, les miens, je les ai déjà. Et c'est ainsi qu'elle opéra ce soir-là. L'amour décocha sa flèche sur leurs 20 carats. 10 de Sarah, 10 de Sacha. Plus rien ne les séparera, à moins d'un détail qui clocha. Effectivement, on verra comment leur amour se cacha. Ça aurait pu être entre eux extra. Mais quelque chose l'empêcha. Non pas les parents de Sarah, mais pas non plus ceux de Sacha. Les premiers sont au Sahara, où un client leur dénicha, paraît-il, un super contrat. Et les seconds, ceux de Sacha, ne sont pas du tout du genre à lui faire du prêchi-prêchant. Sachez seulement que Sarah, comme animal, avait un chat, un beau petit chat angora, qu'elle arbora devant Sacha, qui lui avait un petit rat, ravissant, et qu'elle toucha, caressa et prit dans ses bras, sans que le rat s'effarouchât. Tant que le rat et l'angora ne se dirent pas, tout bicha. Mais quoi qu'on fasse, qu'on fera, il faut nommer un chat, et jamais rien n'arrêtera ce que la nature enclencha. C'est chez Sacha, non chez Sarah, que le drame se déclencha. Lorsque le chaton angora, voyons le rat, sans pour les chats. Le rat tout d'abord l'ignora, puis se hérissa et cracha sur le chat, qui s'en empara, ce qui désespéra Sacha et qui fit chavirer Sarah. Les deux enfants s'en touchent. Mais ce qui vous étonnera, c'est la chute, car c'est le chat qui fut dévoré par le rat. C'est ce cher chat qui le chercha. Comme on dit, à bon chat, bon rat. Mais entre Sarah et Sacha, il n'y eut pas d'etc. Pas de pardon, pas de rachat. Sur l'avenue de l'Opéra, si vous voulez chasser Sacha, vous le verrez Alexandre, mais sans Sarah qui le lâcha. Et ce lien qui les attacha et que le destin déchira lorsqu'un coup de dent le trancha, rien ne leur accommodera. Et tandis que Sacha s'acharne à récupérer sa Sarah, Sarah, chassons Sacha. On dira ce que l'on voudra, mais pour chacun, c'est un gros chagrin d'amour. Et qui durera? Pauvre Sarah, pauvre Sacha. Dans un lointain pays qu'on appelle l'enfance, pays dont les frontières sont à sens unique et dont tout souvenir nous semble anachronique, d'une fée et d'un fou, je fis la connaissance. Connaissance, en effet, puisque de ma naissance, ils furent l'un et l'autre les premiers témoins. Bien qu'aujourd'hui l'événement soit un peu loin, ils n'ont jamais cessé d'exercer leur puissance. Pour moi, qui n'eus aucune espèce de baptême, ils allaient jouer dans ma vie un rôle essentiel, sans que nul ne le sache, ni terre, ni ciel. Au risque même d'être taxé d'anathème, la fée fut ma marraine et le fou mon parrain. Penché sur mon berceau, mais chacun d'un côté, l'une parlait, l'autre riait sans s'arrêter. Elle me dit « Non, tu ne seras pas marin, malgré ton nom, ton origine et tes ancêtres. Et si tu nages, ce sera dans d'autres eaux, d'autres zones, moitié chêne, moitié roseau, moitié pensant, moitié pensif, ni gueux, ni maître. Je te fais don de l'art d'accommoder les rêves, et tu les serviras par le verbe et le vers. Ces seuls outils resteront ton seul univers. En revanche, tu n'auras pas le droit de grève.
Quand tu t'éveilleras de ton sommeil d'enfant, de ton sommeil du juste et du geste surtout, c'est par la plume que tu parleras de tout, de la paix sur la terre et des moulins à vent, ou des moulins savants, inutiles de culture. Tu auras tant de grains et de chagrins à moudre, tant de fils à retordre et de tordre à recoudre, que tu ne pourras plus me voir, même en peinture. À force de ne plus me voir, tu m'oublieras. Pourtant, je serai là, te couvrant de mon aile, et tu me serviras, tu me seras fidèle. C'est toujours dans mes bras que tu t'endormiras, et tu me trouveras encore à ton réveil, et tu m'auras trouvé toujours sur ton chemin. Sur ton papier, c'est moi qui guiderai ta main. La liberté, tu vois, c'est pas demain la veille. Ainsi parlait la fée. Enfin, elle se tut, cependant que de l'autre côté du berceau, le fou touffait, et cela fait, faisait des sauts. Puis il dit à son tour de son accent pointu, « Moi, je veux tempérer tout ce que t'as dit, sinon tu finirais par te prendre au sérieux. Et pour garder la modestie, je te fais donc du rire et de la parodie. Ainsi, chaque fois que penché sur mon pupitre, je suis pris par quelques poèmes, c'est la fée qui me dicte les mots, l'idée même. Et dans l'ombre, je sens le fou qui fait le pitre. Ne vous étonnez pas désormais des images qui sortent de ces entretiens. Nous sommes trois, et je ne suis entre les deux rien qu'une proie. L'auteur, finalement, n'est jamais qu'un otage. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là. Tu marchais, souriante, épanouie, ravie, ruisselante sous la pluie. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest, et je t'ai croisé, rue de Siam. Tu souriais. Moi, je souriais de même. Rappelle-toi, Barbara, n'oublie pas. Un homme, sous un porche, s'abritait. Il a crié ton nom, Barbara. Et tu as couru vers lui sous la pluie ruisselante, épanouie et ravie, tu t'es jeté dans ses bras. Rappelle-toi cela, Barbara. Et ne m'en veux pas si je te tutoie. Je dis tu à tout ce que j'aime, même si je ne les ai vus qu'une seule fois. Je dis tu à tous ceux qui s'aiment, même si je ne les connais pas. Rappelle-toi, Barbara. N'oublie pas cette pluie sage et heureuse sur ton visage heureux, sur cette ville heureuse, cette pluie sur la mer, sur l'arsenal, sur le bateau dressant. Oh Barbara, quelle connerie la guerre. Qu'es-tu devenue maintenant, sous cette pluie de fer, de feu, d'acier, de sang? Et celui qui te serrait dans ses bras, amoureusement, est-il mort, disparu ou bien encore vivant? Oh Barbara, il pleut sans cesse sur Brest, comme il pleuvait avant, mais ce n'est plus pareil. Tout est abîmé, c'est une pluie de deuil, terrible et désolée. Ce n'est même plus l'orage de fer, d'acier, de sang, tout simplement des nuages qui crèvent comme des chiens. Des chiens qui disparaissent au fil de l'eau sur Brest et vont pourrir au loin, très loin de Brest, dont il ne reste de vous à moi, de vos à moi. Non, pas de l'os à moi, ça c'était Pierre Dac. Moi je parle de Davos.
pas des vos, pas de vos situations, pas de vos sentiments, pas de vos salutations, de vos tout seul, Raymond. J'ai eu l'état de dévotion pour de vos. On l'a peut-être oublié aujourd'hui, mais c'était un jongleur, au sens propre. Jongleur de mots, jongleur de balles, un enfant de la balle. Oui, son père était dans le textile. Alors il est resté dans le texte, dans le style. Le péristyle même de sa corpulence. Sa mère aussi était artiste. Lui, il est devenu harpiste, hors père et mère. Et même mime. Et sur son mime, osa mettre des fleurs. Enfin, des mots comme des fleurs. Des mots qui s'enfleurent, qui fleurent la tendresse, la bonne adresse, la poésie, la paix aussi. Il avait plus d'un tour dans son sac. Quand il voulait vider son sac, il le retournait, les tours sortaient, il en avait dans tous les coins. Et comme son père était de Tourcoing, il allait souvent dans le coin faire un tour. Moitié belge, moitié français. Un pied en Belgique, un pied en France. C'est pour ça qu'il marchait les jambes écartées. Un sacré jongleur de bosse, jongleur de mots. Pour lui rendre hommage, j'ai essayé de jongler comme lui. Mais pourquoi rendre hommage ce qui ne leur appartient pas? Je préfère le rendre aux images et à la magie. Oui, c'est un magicien, un bohémien, un comédien, un maître sien. Il savait mettre du sien. Je n'ai pas son talent. Je n'ai pas le talent d'Achille. Mais De Vos, sans être Achille, était agile, malgré sa corpulence. Je n'ai pas sa corpulence, je n'ai pas sa pétulance, ni son agilité. En gros, je n'ai rien dit. En gros. Ah, les mots, peut-être. Les lettres. J'ai commencé par jongler avec les lettres de son nom. De Vos. J'ai lancé le dé, il restait le Vos. J'ai soulevé le V s'est envolé. Il restait l'os, je l'avais dans l'os. J'ai tout remis, tout se mélangeait, mais ça n'avait plus de sens. Un mot sans sens. Moi qui voulais l'encenser, c'est insensé. Ça faisait dove. Dove. Oui, dove, ça veut dire colombe en anglais. Vu qu'il n'est pas anglais, on s'en moque. Mais c'est dommage. Tu jongles avec les lettres de ton nom, ça devient une colombe. Beau symbole pour un magicien. Sauf qu'on aurait pu le prendre pour un pigeon. Alors qu'on est irlandais. De Vos, ça veut dire renard. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il fait naître les ultras. Mais de vous à moi. De Vos à moi, si je vous parle de lui aujourd'hui, c'est qu'il est mort. Bon, ça fait plus de 10 ans. Mais il est toujours mort aujourd'hui, encore plus mort qu'il y a 10 ans. Comme il était vivant de son vivant à son gisant, de plus en plus vivant. Bref. Il est mort, c'était sa belle mort, si on peut dire, comme il a vécu sa belle vie, si on peut rire. Et pourtant, je l'ai rencontré, pas plus tard que... non, pas plus tard que De Vos. Ne me demandez pas où, ni quand. Je me baladais dans le cimetière. Oui, j'aime bien me balader dans le cimetière, la nuit, c'est tranquille en principe. On ne rencontre pas le monde, c'est mort. Et là, on me croirait sur... Là, vous me croirez si vous voulez, sur qui je tombe. De Vos, tout en sueur, blanc comme un linge. Vous êtes De Vos, non? Oh non, pas du tout. Ah, vous êtes pas De Vos? Oh, De Vos, si, mais pas De Vos, non. Vos, non, c'est un patelin dans l'eau. Moi, je suis plutôt dans le crépuscule. Ben alors, vous êtes où? Oh, bah non, ça dépend, je ne suis pas toujours doux. Non, mais il faut en tout cas tâcher de l'être. Oh, vous avez raison, c'est une tâche à laquelle s'attacher. Ben alors, vous venez où comme ça? Oh là, de ma dernière demeure. Ah, vous demeurez là? Oh, bah oui, ça fait 10 ans. Oh là là, ça fait un bail. Ah non, ça fait 2 ans, le bail c'est 5 ans. Oh, mais ça fait 2 beaux messes. Oh oui, ça va sentir. Oui, mais ça va mieux en 10 ans. En 10 ans, il a dû s'en passer des choses. Oh, ça, je ne peux pas dire. Oh, vous ne me faites pas taire non plus. Non, je vous en prie, c'est pas l'heure des pâtés. Non, c'est l'heure des pâtés. Des pâtés, des pâtés, la galerie. Ah oui, c'est mieux d'égaler la patrie. Oui, surtout qu'ici, patrie ou pas, il n'y a pas de tri. Une fois parti, il faut penser parti. Ben alors, vous êtes mort pour de vrai. Ah oui, il le faut. Il le faut pour vivre là-dedans. Ben, c'est arrivé comment? Oh, à force de tourner dans les sens interdits, les contresens inédits, les faux sens, les non-sens. Oh là là, j'avais la tête qui tournait. Je me suis dit, ça tourne pas rond, je vais aller à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on a mis le corps sur le billard, on a mélangé les deux, le corps et le billard, on a mis dedans. Ben alors, pourquoi vous sortez les bras en temps? Oh, ben moi, les tours m'embrassent. Enfin, on m'embarrasse.
Mais on voit tellement de seconds vivants qui font mort que je peux bien être un vrai mort qui joue les vivants. Et vous n'avez pas de remords? Non, j'ai toujours le vivant. Vous avez surtout du ressort. Bon, oui, c'est pour ça que je ressors de temps en temps. Ah, en somme, vous étiez dans le spectacle, et vous voilà dans le spectral. Oh, ça c'est magistral. Mais non, c'est magique. Mais par où êtes-vous sorti? Oh, bah, par une fente. Vous voyez, dans ce home, aussi sweet soit-il, il y a toujours des fentes. Et c'est ça qu'on appelle les fantômes. Ah, alors ce sont plutôt des fentes. Oui, vous avez raison, ce sont des fentes. Des fentes, des fentes. Là où il y a des feux, il y a des fentes. Alors ce sont des feintes de nous recevoir. Oh non, faites un dessin de pouvoir se revoir. Mais vous pouvez sortir comme ça quand vous voulez. Oh, bah la nuit, bien sûr. Mais les fantômes, on ne les voit pas normalement. Oh, il ne faut pas se fier aux transparences. Aux apparences. Non, non, ils ne sont pas encore tout à fait ronces, mes apparences. Mais avant ça, vous devez être à l'étroit. Oui, oui, je suis allé droit. Non, mais je veux dire, c'est étroit. Ça fait 10. C'est l'eau. Bon, déjà, il faut que je retourne alors. Non, non, je veux dire 10, c'est l'eau, et 3 est dans l'eau, puis comme vos semaines. Et 7 ailleurs. Ah, vous connaissez les tailleurs à 3. Oui, oui, comme des tailleurs à 7. Les tailleurs à 7 doivent avoir des tailles de guerre. Oui, mais les tailleurs à 3 sont d'un tout autre format. Donc c'est étroit, ça fait 2. Oh oui, ça fait 2 villes. Ah, mais c'est un peu vaudeville. Oh, vous trouvez que ça fait vaudeville? Non, mais c'était dans votre sketch. C'était quand? Oh, bon, j'en sais rien si vous ne dites pas quand. Bref, tournons en rond. Bon, vous avez qu'à descendre avec moi, vous allez voir sur tout le temps. Non, non, merci, ça ira, je suis dehors. Vous voulez pas une bière? Non, non, sans façon. Oh, bah alors je retourne entre les 4 planches. Ah oui, les planches, ça vous connaît. Oui, sauf qu'avant j'étais dessus, maintenant je suis dedans. Vous êtes déçu? Non, je suis dessous. Bah, en tout cas, vous n'avez pas de voilà dessus. Non, mais j'en vois un par en dessous. Bon, bah alors je vous laisse, moi je serai sur mes planches, tout dans les autres. Revenez me voir quand vous voulez. Et il a descendu. Il avait déjà un pied dans la pompe, l'autre dans l'allée. C'est pour ça qu'il marchait, les gens écartés. Mais de vous à moi, je suis bien content de l'avoir rencontré. J'aurais préféré voir de son vivant, vivant de son art. Mais heureusement, son art lui survit. C'est l'histoire d'une poule. C'est l'histoire d'une poule. D'une poule un peu mamoule, qui pour époux ne voulait ni d'un coq ni d'un poulet, pourtant nombreux alentour de la vaste basse-cour. Ni d'un poulet ni d'un coq, autres mœurs, autres époques, mais d'un pou qui lui collait à la peau comme un poulet, l'enjolait, la cage au lait comme un mouchoir de Cholet. Est-ce à Cordoue, à Corfou, ou dans les bras de Morphée? Plutôt qu'un conte de fées, serait-ce un conte de fou? C'est bien possible, en effet. Un jour que la poule allait boire à la ferme du lait, elle rencontra le pou, qui lui dit d'un ton très doux, en sautant, fier comme un paon, s'accrochant à son tympan, « Madame, je vous l'avoue, je vous aime, voyez-vous, plus qu'un peu, plus que beaucoup, à la folie, et c'est tout. Je n'ai pas de marguerite, c'est un rite qui mérite. En guise de paquerette, je viens baiser votre crête. Sans vouloir faire joujou, je me jette à vos genoux. Balancez-moi des cailloux, traitez-moi de vieux hibou, balancez-moi dans les choux. Mais laissez-moi jusqu'au bout, déballez tous mes atouts, votre bec et vos bajoux, votre plumage à cajou, pour moi, sont de vrais bijoux. Me voulez-vous pour époux? Oh, cocotte, vous êtes fou. Je suis poule, et pour époux ne puis prendre qu'un poulet. Ils sont nombreux, au palais qu'on appelle basse-cour, à venir tourner autour de moi, me faire la cour, me tenir des grands discours, des déclarations d'amour, tous les jours et tous les jours, débitant leur qualité, cocoricola vitae. Oh, madame, laissez-les, et laissez-la leur couplet moins sincère que simplet. Regardez-moi, s'il vous plaît. L'être humain qui s'y connaît, quelques critères qu'il est, dit bien que le pou est laid, mais c'est le mâle qui l'est. En revanche, nos femelles, sachez-le, sont des plus belles. Le monde des poux est fait de poulets et de poubelles.
Malgré tout, c'est vous que j'aime. Où voyez-vous un problème? Quand on est laid comme un pou, on peut être un tendre époux. Surtout quand sa fiancée se montre câline, assis. Après tout, on n'a qu'à rien leur dire et tout ira bien. Et la poule rigolait, et le pou caracolait, se pavanait, s'emballait. Tous les deux se régalaient. À tel point que poule et pou se donnaient un rendez-vous tous les jours, jusqu'au jour d'un même élan, d'un seul coup. Ils se sautèrent au cou en se faisant des bisous, en se disant des mots doux, tout comme on le fait chez nous, ici, ailleurs et partout, autant à Ouagadougou qu'à Rome ou à Tombouctou. Et bras dessus, bras dessous, ils s'en revinrent. Coucou, chanta la poule, c'est nous, je vous présente mon pou qui deviendra mon époux. Ah, vous imaginez du coup la réaction des jaloux. On trouva de mauvais goût cet amour. Enfin, c'est fou qu'une poule, pour époux, choisisse de prendre un pou, alors qu'il y a au palais, au poulailler, des poulets qui ne sont pas les plus laids, des coqs autant qu'on voulait, et bien plus qu'il n'en fallait. Cocorico, au secours! Dans toute la basse-cour, on criait à chaque fonte, quelle honte, quelle honte! Et donc, on disait même d'elle qu'elle avait un pou dans l'aile. Cocorico. À chaque... oui. Du perchoir au poulet, excusez-moi, de jour en jour le ton monte, des petits jusqu'au grand compte, du perchoir au poulailler, on faillit les empailler. Un jour on en eut assez, on finit par les chasser. Pou et poule s'en allèrent, sans regret et sans colère. Puisqu'ils étaient amoureux, tout était heureux pour eux. Ils vécurent très longtemps et eurent beaucoup d'enfants, moitié pou, moitié poussin, comme sont tous les gamins. Chaque être humain a plusieurs identités. Je suis un être humain. Je suis égyptien lorsque les Égyptiens sont opprimés. Je suis noir lorsque les Noirs sont opprimés. Je suis juif lorsque les Juifs sont opprimés. Et je suis palestinien lorsque les Palestiniens sont opprimés. Ce texte n'est pas de moi. Il est écrit sur la tombe du poète avocat égyptien Tcheata Afron, juif antisioniste de gauche. Je suis moi aussi un être humain. Rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Je suis juif, arménien, gitan, robe, indien, noir, homosexuel, ouïghour, femme iranienne, oiseau migrateur, lorsque l'oppression, l'horreur, la terreur les touche. Et je suis palestinien, lorsque Gaza s'écrit avec un G comme génocide. La poésie s'écrit avec le P du mot paix. La poésie n'a pas de frontières. Et je serais outré, en tant que poète, en tant qu'être humain, si les marchands de poésie, si c'était le cas, désinscrivaient la Palestine de leur programme. J'espère que ce n'est qu'une rumeur, ça a été démenti, mais ça a été dit. Le micro. Alors, on n'entend pas? Non. Pardon. Ouais. Donc, alors, la poésie, je suis palestinien quand Gaza s'écrit avec le G de génocide. La poésie s'écrit avec le P du mot paix. La poésie n'a pas de frontières. Et je serais outré, en tant que poète et en tant qu'être humain, si les marchands de poésie, si c'était le cas, ils inscrivaient la Palestine de leur programme, comme ça a été dit et démenti. À Gaza, à Jérusalem, à Ramallah, à Tel Aviv, comme à Moscou, à Kiev, ailleurs, il y a des enfants qu'on assassine. Et le rôle du poète, le rôle de l'être humain, est de les protéger, de dénoncer leurs assassins, de dénoncer leurs assassins, de dénoncer leurs assassinats. C'est pourquoi je dis non à la guerre, non à toutes les guerres, car toute guerre est un crime contre l'humanité. La poésie est précisément l'outil, comme la musique, qui permet de rapprocher les peuples, indépendamment de leur foi, de leur drapeau, de leur culture, de leur géographie. Vive la poésie, vive la paix, vive la Palestine.
d'identité, votre nom, vos papiers. Oh, mon nom, vous l'avez. Vous avez le papier. Comment votre nom, je ne l'ai pas, votre nom. Mais je vous le dis, je vous le donne. Je vous dis non, je vous dis mon nom. Alors, non, ce sont de plaisanter. Avez-vous des papiers? Des papiers. Des papiers, j'en ai plein des poches, des papiers. Des brouillons de poèmes, lettres de ce que j'aime, ou que j'aime pas, factures, prospectus, notes de lecture. J'en ai bien une centaine de papiers. Une centaine, vous voyez que je suis un sans-papier. Alors non, ce sont de plaisanter votre identité. Ah ben je sais pas l'identité. Non, je suis identique à personne. Je suis unique. Oh, ça peut être unique, vous êtes unique. Mais quel est votre nom? Comment vous appelez-vous? Moi? Je ne m'appelle pas. Je n'ai pas besoin de m'appeler, je suis là. Toujours là. Pas toujours présentable, mais toujours présent. Quoi qu'on puisse peut-être se poser la question. Effectivement, vous m'avez l'air employeur, un peu absent, un peu honoré. Vient la nuit, sonne l'heure, le jour sent bon, je demeure. Oh, mais qui êtes-vous donc? Ah non, 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 non. La question n'est pas là. Le qui est superflu avant d'avoir répondu à la vraie question. Êtes-vous? Avant de savoir qui. Ah oui, suis-je? Oh, je serais tenté de répondre je pense, donc je suis. Mais ce que je pense, c'est une autre question. Et lorsqu'on suit en général, ou en particulier, vous connaissez un général en particulier? Non, je parle d'un particulier, un général. Lorsqu'on suit, vous dis-je, c'est bien souvent parce qu'on ne pense pas. On pourrait tout aussi bien dire je ne pense pas, donc je suis. Je suis le mouvement, je suis la mode, je suis les autres, je suis. Vous me suivez? Je ne pense pas non. Oh, ça ne m'étonne pas. Non, mais je pense que je vais vous suivre de près. Eh bien, qui même me suit? Moi, je ne vous aime pas. Je ne vous en demande pas tant. Je ne vous demande rien d'ailleurs. C'est vous qui m'avez demandé qui je suis et si je suis. Ah non, si vous êtes chez vous. Comment si vous êtes chez vous? Non, c'est vous qui vous êtes demandé si vous êtes. Si je suis quoi? Je vous le demande. Eh bien, vous voyez. Mais ma parole, vous êtes complètement dérangé. Oh, ben ça, je ne peux pas dire. C'est vous qui me dérangez. Bon, vous ne seriez pas plutôt innocent? Ah ben si, tout à fait. Tout à fait innocent. Mais puisque vous-même en êtes persuadé, pourquoi alors m'importuner? Non, c'est moi qui pose les questions. Que faites-vous dans la vie? Pardon? Dans la vie de qui? Dans la vie de qui? Dans la vôtre. De quoi vivez-vous? Que faites-vous de votre vie? Bah, et vous, que faites-vous de la vie? Et que faites-vous dans la mienne? Que faites-vous sur mon chemin? Hein? Et la vie? La vie, à votre avis, que fait-elle en moi? Car si je suis en elle, elle aussi est en moi, nous sommes l'un dans l'autre. Et c'est très bien ainsi. Oh, qu'est-ce que je fais de ma vie? J'en vis. Je vis mes envies et ne vins pas en vain. Alors, disons que de ma vie, j'essaie de faire un long et grand poème, tissé d'amour et d'utopie. Je cueille le sourire des enfants pour les accrocher aux nuages et ensoleiller la planète. Décidément, vous n'êtes pas net. Que voulez-vous? Je suis poète. Oh, poète, mais aussi voilà. Poète, mais ce n'est pas un métier. Ah ben peut-être, mais c'est ma passion. Mon occupation, ma délectation, ma seule ambition, disons ma profession de foi. Je suis poète, comme on dit, à mes heures. Mais à toutes mes heures. Toutes les heures du jour, toutes les heures de la nuit. À la bonne heure, à la douceur, à l'heure du berger, au siècle des Lumières, à la minute d'insolence, à la deuxième occasion, à la troisième classe, au quatrième larron, au septième siècle, au sixième sens, à la septième merveille du monde, à la huitième symphonie, à la neuvième, à la dernière, à la 1, à la 2, à la vie comme je te pousse, au printemps, en automne, en été, en hiver, couvert d'un pull vert ou bien nu comme un verre, je fais des vers. Des verbiages, des verdures, des versons, des versets, des vers moulus, des vers coquins parfois, des vers coquets ou tendres, des vers à crier sur les toits, à tue-tête, à corps et à cri, à capella, et à rien d'autre, des vers que je rêve, à votre santé. Et puis sinon, un petit chapeau. Merci.